Bienvenue sur la chaîne Excellence Mahoraise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de Mayotte avant 1841. Comme vous le savez, c'est la date de la cession de Mayotte à la France. Il est indéniable que l'océan Indien est la plus ancienne route commerciale transocéanique du monde, appelée la route des Indes ou encore la route des épices. L'océan Indien offre une nouvelle manière de regarder l'histoire du monde et ébranle les idées que l'on pouvait avoir sur les relations entre colonisateurs et colonisés, voire même les traites des êtres humains. Avant toute chose, je ne suis ni historien ni anthropologue, mais je suis passionné par ces disciplines et je souhaite vulgariser l'histoire de Mayotte. Je vais donc m'appuyer sur plusieurs faits historiques datés que vous pourriez vérifier. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une frise chronologique qui illustre les découvertes archéologiques effectuées à Mayotte depuis plus de 40 ans. C'est le fruit d'un partenariat entre la Direction des affaires culturelles de Mayotte et l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Sans plus tarder, nous allons voir les grandes étapes de l'histoire mahoraise. L'île de Mayotte, située dans le canal du Mozambique entre l'Afrique et Madagascar, est un carrefour migratoire et culturel. On a coutume de dire que les origines de son peuplement sont bantou et malgache. Oui, bantou, car son peuplement s'inscrit dans les grands flux migratoires qui traversent le sud-ouest de l'océan Indien au cours du premier millénaire. Du coup, c'est l'expansion des sociétés africaines de l'âge du fer le long des côtes de l'Afrique de l'Est et des îles adjacentes, notamment Pemba, Zanzibar et Mafia. Oui, malgache, car nous avons des traces de groupes austronésiens originaires du sud de Bornéo, les proto-malgaches, qui sont arrivés à Madagascar, puis à Mayotte et certainement aux Comores. Quelques faits marquants du 8e au 9e siècle, les origines du peuplement de Mayotte. On pouvait l'attester aussi avec le vase de Bagamoyo, découvert en 1981, et servait de couvercle à un four à chaud du 11e siècle à Dzaoudi, l'abattoir. De moins 10 000 à moins 2000, on a testé la présence des chasseurs-cueilleurs à Madagascar, de 500 à 900 en Afrique de l'Est. On pouvait y constater le développement de cultures matérielles distinctes de l'âge du fer ancien. Environ 800, donc on peut attester raisonnablement le peuplement de Mayotte entre 9e et 12e siècle. Donc nous avons la trace de la navigation austronesienne dans l'océan Indien sous l'impulsion de la thalassocratie de Srivijaya, donc qui constituait une puissance majeure à cette époque, donc de l'actuelle Indonésie. Du 9e au 11e siècle, donc c'est l'expansion commerciale autour de 800 sous l'impulsion des marins swahili, austronésiens et arabo-persans. Le commerce est florissant, comme l'attestent les différents sites archéologiques de l'archipel des Comores, de la période de Dembéni notamment. Euh, Mayotte est alors un important comptoir où circulent les matières premières originaires de Madagascar et destinées au marché du nord de l'océan Indien. Quelques faits marquants du 9e siècle, donc on pouvait attester la navigation arabo-persane en Afrique de l'Est, notamment avec un fort ancrage à Zanzibar. Du 9e au 10e siècle, donc on pouvait attester l'occupation du site de Dembéni à Ironbe à Mayotte. Vers 945, donc il y a eu l'attaque de Kambalou, probablement Pemba, l'actuel Zanzibar, par les Austronésiens de Srivijaya, comme je vous le disais, hein, qui
qui était une thalassocratie à cette époque. Vers 950, donc on pouvait avoir la description de l'Afrique de l'Est par El-Masoudi, un grand voyageur et géographe arabe du Xe siècle. Du 11e siècle au XIIe siècle, donc c'est les débuts de l'islam. Influencé par le monde de Swahili, la population de Mayotte entre progressivement dans l'islam au cours des 11e et 12e siècles. Donc l'islamisation n'est pas uniforme du tout et n'a pas été uniforme du tout à cette époque. L'islamisation était toutefois très inégale, donc sur les sites, notamment comme l'attestent les sites funéraires à travers des fouilles, des nombreuses fouilles en grande terre, notamment le site de Antirka Bora et Nyangani, qui révèlent la permanence de rites et croyances traditionnelles. Donc je vais en faire aussi une vidéo dédiée aux croyances et aux rites traditionnels. Parce que cela relève la spiritualité de Mayotte qui est spécifique et qui est quand même exceptionnelle, où mêle l'imaginaire l'imaginaire du traditionnel, j'ai envie de dire, et aussi la religion. Donc c'est vraiment une culture qui est propre à Mayotte et qui est très mystique et qui est très proche de ce qu'on pourrait appeler de la magie. Donc, si on résume, c'est du magico-religieux. Donc, je détaillerai cela dans une vidéo dédiée. Quelques faits marquants tout de même sur cette période. Au 9e siècle, donc, on pouvait constater la construction de la plus ancienne mosquée connue actuellement en Afrique de l'Est, sur le site de Changa, dans l'archipel de Lamu au Kenya. Au XIIe siècle, première mention de l'archipel des Comores dans les écrits du géographe arabe Al-Idrissi. Quelques faits marquants également sur cette période, hein, donc du 11e au 12e siècle. Donc c'est l'expansion de l'islam le long des côtes de l'Afrique de l'Est et du nord de Madagascar. C'est également la construction de la plus ancienne mosquée de l'archipel des Comores, à Sima, sur l'île d'Anjouan. Euh, quelques illustrations, donc un tesson retrouvé lors des fouilles à Mayotte et le collier de perles donc qui atteste les rites et croyances traditionnelles à Mayotte qui sont très proches de l'animisme malgache. Ça n'est suivi au XIIIe et au XVe siècle l'âge d'or du Swahili, ou communément appelé l'âge d'or Swahili. Le Swahili n'est pas que une langue ou même une culture, mais bien plus. Durant cette période, du coup, les élites locales islamisées prospèrent grâce au commerce régional entre Madagascar et les cités-États swahili, et notamment Kilwa en Tanzanie. Euh, ces changeurs du riz, du bétail et malheureusement des groupes d'esclaves qui transitaient par les différents archipels, et notamment l'archipel des Comores. Ces élites renforcent leur pouvoir sur la société à travers du coup de la puissance économique et aussi la religion. Donc on commençait à voir s'établir une forme de hiérarchisation sociale et notamment plus visible
dans le paysage avec l'apparition d'un certain village d'un habitat en pierre, par opposition aux habitats végétaux, donc que sont les bangas traditionnels à Mayotte. Donc cela montrait un différentiel au niveau de, bien sûr, de la richesse. Et ce qui est un fait marquant aussi, qui est intéressant, je souhaite souligner ici, c'est que la culture même swahili est répandue beaucoup plus dans les villages qui parlent Shimaoré à Mayotte. Donc le Shimaoré, c'est un dialecte du swahili, par opposition, si je puis m'exprimer ici, au Kibushi, qui est un dialecte du malgache, ou dans les villages qui parlent Kibushi, on peut constater que la société est plus égalitaire, donc épouse parfaitement les concepts de Shungu que je vais présenter dans une vidéo dédiée. Donc quelques faits marquants hein, sur cette période tout de même. Au XIIIe siècle, on pouvait lire le voyage d'Ibn Fatma à Madagascar, rapporté par des auteurs arabes du XIIIe siècle. Ce voyageur arabe fut le premier à décrire les ports de Madagascar. En 1228, Ibn Mujawir, un grand géographe arabe du XIIIe siècle, mentionne l'existence de relations maritimes entre les peuples d'Al-Qamar, donc Comore et Madagascar, et la cité-État de Kilwa, l'actuelle Tanzanie. Donc à cette époque, il y avait bien des échanges depuis l'Afrique de l'Est jusqu'à Madagascar, peut-être même sinon plus. Donc en 1331, on pouvait lire aussi la description de l'Afrique de l'Est, de Mogadiscio à Kilwa, par Ibn Battuta, célèbre voyageur arabe du XIVe siècle. Vers 1490, on avait la première mention de Mayotte, Maout, dans les écrits de Ibn Majid, un grand navigateur et géographe arabe du XVe siècle. Donc ici, de même, quelques tessons, quelques illustrations de cette belle époque. Ça n'est suivi l'époque tant attendue du XVIe siècle au XIXe siècle, donc on peut appeler à les temps modernes. Donc toutefois, il faut quand même préciser que les Arabes d'Oman contraignirent les Portugais à quitter la région en 1650. Du coup, les pays colonisés de pays colonisés, hein, donc ça aussi, je pense, c'est exceptionnel, il faut le présenter ici. C'est que les Arabes d'Oman, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Oman était un pays colonisé par les Portugais, donc quelques siècles avant, et Oman a pu se défaire du coup de la colonisation portugaise, et donc Oman est passé du pays colonisé et s'est transformé à son tour en un pays colonisateur, notamment en Afrique de l'Est, en ramenant l'islam à Zanzibar et en développant aussi son commerce et notamment la traite arabe. Euh, donc Oman se transforma en pays colonisateur et du coup reprenant aux Portugais toutes leurs possessions dans le golfe Persique et jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique, donc en face de Madagascar. Donc aussi le sultanat d'Oman exerça une tutelle sur l'île de Zanzibar, donc en Tanzanie, jusqu'au 19e siècle, donc pendant de nombreux siècles. De là, les Omanais participèrent du coup activement à la traite négrière
également. Certaines régions du sous-continent indien furent aussi soumises à la domination d'Oman, et les Omanais conquièrent également le Bahreïn sur les Perses, mais en 1737, ces derniers conquièrent Oman de nouveau, dont ils furent expulsés 6 ans plus tard par le sultanat Ahmad ibn Saïd. L'un des descendants omanais renversa l'imam en 1793 et fonda le sultanat de Mascate. Donc la dynastie demeura au pouvoir jusqu'à nos jours. Donc ça c'est pour l'histoire, le parenthèse avec Oman qui est quand même ce fait historique est vraiment important parce que ça explique beaucoup de choses et notamment l'ibadisme, qui est une forme de l'islam, hein, donc qui a été distillé et répandu à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a coutume de dire que à Mayotte ou même dans l'archipel de Comores, l'islam est de type sunnite et de rite chaféite. Mais je pense que c'est très proche de l'ibadisme, mais on y développera cela dans une vidéo dédiée. Donc, à l'origine, la côte Swahili s'étendait du sud pardon, de la Somalie au Mozambique, en incluant l'archipel de Comores, bien sûr. Et les Swahili, ou le gens du Sahel signifiant le rivage en arabe, étaient des commerçants, du coup métissés, d'Africains, d'Arabes, d'Indiens, notamment les Indiens Gujarati, qui est établi dans les comptoirs côtiers et sur les routes menant à la région des Grands Lacs. Donc le brassage de la population née du commerce avec le golfe arabo-persique et de l'Inde a donné naissance à une civilisation originale fondée essentiellement sur le commerce et sur l'existence de nombreuses cités marchandes comme à Mogadiscio, comme Mombasa, Zanzibar, Kilwa et Sofala. Euh, donc si on fait la comparaison avec ce qu'on a pu connaître par ailleurs dans le monde occidental, c'était quasiment un véritable Méditerranée d'Orient, dont le Portugal de Vasco da Gama s'est emparé au, euh, au XVIe siècle. Donc, le contrôle de l'île de Zanzibar dans l'océan Indien par le sultanat d'Oman depuis Mascate devient effectif en 1698, lorsque le sultanat construisit un fort à Zanzibar afin d'y consolider sa présence. La richesse de l'île, donc c'est quand même été un haut lieu de production d'épices et de transit de diverses denrées et de marchandises vers l'Asie et l'Europe, donc suscita les convoitises et entraîna les luttes de pouvoir continuelles. Zanzibar vivait alors de la culture de la date, une denrée qui exigeait beaucoup de main-d'œuvre, et étant donné que les Omanais étaient musulmans et que leur religion interdisait la traite de musulmans, donc ils décidèrent d'avoir recours à des esclaves africains. Les marins omanais dominèrent le commerce avec l'Inde et l'Asie. Donc par Asie, donc c'est nos amis de Srivijaya, l'actuelle Indonésie. Mais à partir du XVIe siècle, la concurrence européenne se fit plus rude. Donc c'est ainsi que les Portugais s'emparèrent de Mascate en, en 1508, et puis d'Ormuz en 1519, et il contrôlait également ainsi l'ensemble du golfe Persique. Mais durent lutter contre les Britanniques et les Hollandais et les Perses, qui sont les Iraniens
Autour de 1500, donc si on revient à Mayotte, autour de 1500 s'établit à Mayotte un sultanat dont Tsingoni fut la capitale. Donc l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien déstabilise le commerce arabe au profit des Européens. Donc Mayotte devenait au cours des 16e siècle, 18e siècle, une escale occasionnelle sur la route des Indes pour les navires hollandais, anglais et français. De nombreux troubles affaiblissent le sultanat de Mayotte, notamment les razzias malgaches, donc qui dépeuplaient l'île entre 1790 et 1830. Quelques faits marquants d'importance. En 1498, Vasco de Gama atteint l'océan Indien après avoir contourné le cap de Bonne-Espérance. En 1505, c'est le début des conquêtes portugaises en Afrique de l'Est, donc il passe à l'offensive cette fois-ci. Donc avec la prise de Kilwa, la prise de Mombasa, le pillage de Langani à Madagascar. En 1521, donc on a la première mention de la ville de Tingoni par l'amiral turc Piri Reis. En 1557, donc il y a eu l'escale sur l'île de Mayotte de Balthazar Lombo da Souza. Et bien sûr, en 1841, plus précisément le 25 avril 1841, fut signé le traité de cession de Mayotte à la France. En prenant en compte les faits historiques présentés précédemment, notamment les razzias malgaches entre 1790 et 1830, on peut raisonnablement penser que la population de Mayotte à cette époque-là était répartie de la sorte. Donc on comptait 500 Mahorais, donc par Mahorais on parlait de la population autochtone qui était à cette époque-là. Et donc, pour distinguer des 600 malgaches, j'ai envie de dire, qui étaient ce qu'on appelle les sacs à lave, et on comptait également tout au plus 700 arabes et une cohorte de 1500 esclaves. Donc, les esclaves sont les populations qui ne sont ni musulmans et qui ne sont pas natifs de l'île et du coup qui ont été déportés depuis la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est et du Mozambique. Donc, les Sakalaves nous viennent du nord de Madagascar. Les Arabes, donc c'est la puissance omanaise à cette époque, donc mélangée avec, euh, avec les métis de Zanzibar, notamment, et les esclaves, donc comme je le disais, donc viennent de l'Afrique de l'Est, donc la région des Grands Lacs, et des autochtones maorais. Donc si on fait la somme, donc on peut raisonnablement dire que il y avait sur l'île de Mayotte en 1841 tout au plus 3300 âmes lors de la cession de Mayotte à la France. Donc ce qui est attesté dans les œuvres et dans les recherches de l'historien Martin en 1976 et rapporté par Michael Lambeck. Pour finir, en 1841, lors de la cession de Mayotte à la France, donc on pouvait raisonnablement penser que Mayotte était composée de 500 Mahorais tout au plus, donc des autochtones. On pouvait aussi penser donc que les 700 Arabes que comptait Mayotte, donc c'était plutôt des Arabes métissés, donc qui venaient du péninsule arabique et notamment du Golfe Persique, donc composés en majorité des Omanais.
mélangé et métissé avec la population de Zanzibar, donc qui composait c'est cette partie qu'on appelle les Arabes d'alors. Fait d'importance, c'est que cette population, donc, du coup, a amené bien sûr l'islam, a amené aussi toute la culture arabo-persane qu'on peut voir encore aujourd'hui à Mayotte. Il y a une grande partie de la population donc est composée des esclaves, et donc au nombre de 1500. Donc c'était une grande partie à cette époque-là, donc ce qui n'est pas rien d'ailleurs, hein. Donc bien sûr, comme on l'a présenté tout à l'heure, Mayotte a été le théâtre euh, de la traite négrière malheureusement. Et donc une partie de nos aïeux hein, donc viennent aussi de ces populations. Et, sachant qu'on le verra dans une prochaine vidéo sur la période coloniale, donc en gros de 1841 à 1946. On verra que cette partie de la population a été complètement diluée parmi la population mahoraise et que l'on ne parle plus de ces personnes comme originaires de la traite négrière ou quoi que ce soit d'aussi péjoratif. Et finalement, donc on a c'est la population malgache, donc les Sakalaves, donc qui composent aussi une grande partie. D'ailleurs, donc cette partie de la population est plus nombreuse que les autochtones, hein, donc à l'époque. Au nombre de 500, or que les Sakalaves étaient au nombre de 600. Et bien sûr, donc aujourd'hui, quand on regarde Mayotte, donc si on trace une ligne longitudinale, donc on voit bien que le côté ouest de Mayotte, donc on y parle malgache, et le côté est, on parle swahili, enfin le shimaoré. Donc ce qui est vraiment d'importance, parce que ici, aujourd'hui, on sait que la population Mayotte est majoritairement musulmane. Donc ça s'explique aussi par les 700 Arabes qui sont qu'on peut voir ici, donc qui ont eu de cesse par la puissance économique et par leur érudition, notamment à l'islam, hein, et avec le soufisme, donc qui a gagné l'île au fil du temps. Donc c'est vraiment d'importance parce qu'on comprend très vite que Mayotte est une terre cosmopolite, Mayotte est une terre de culture, Mayotte partage ce qu'il y a de meilleur de la culture austronesienne et notamment la culture malgache, mais aussi le meilleur de la culture zanzbarite, la culture swahili et la culture arabo-persane aussi. Et bien sûr, aussi de la culture qui nous viennent ben, de nos ancêtres qui ont été déportés, hein, donc en esclaves à Mayotte, notamment via la traite négrière, donc aussi bien par les Omanais, par la population arabo-persane, que par les Européens et les Européens. Donc là ici, donc ce sont les Français, les Britanniques et les Portugais surtout et les Allemands, donc qui composaient les puissances européennes à cette époque-là. Donc on pouvait voir que cette région hein, de l'océan Indien était une région très stratégique, notamment via la route des Indes, mais également le positionnement des différentes puissances à l'époque, notamment par la thalassocratie, donc la puissance maritime, et aussi la capacité à l'époque de se projeter euh, d'un bord à l'autre.
Et notamment, n'oublions pas que la Chine a été aussi très active, notamment dans la région, dans la partie asiatique. Donc, toutes ces puissances, on le retrouvait quelque part dans l'océan Indien, donc qui compose la plus vieille route commerciale transocéanique au monde. Donc c'est une partie très riche donc, de l'histoire mondiale. Donc Mayotte a beaucoup à offrir encore et je pense que des nouvelles fouilles archéologiques qui permettront de montrer que Mayotte a été euh, un comptoir et aussi une place très importante à cette époque-là. Mais surtout, ce que je souhaite souligner ici, c'est les origines du peuplement de Mayotte dès 1900, en 1941. Donc depuis ses origines et jusqu'alors, Mayotte est une terre cosmopolite, bien sûr. Et donc du coup, cela devrait euh, nous, euh, nous conforter dans nos différents dans nos différents échanges avec nos voisins, mais également aussi de permettre à la France donc de comprendre que Mayotte a tout à y gagner, a tout apporter au concours de l'effort national. Nous venons de voir l'excellence mahoraise à travers ce voyage dans le temps, dans l'histoire mahoraise, depuis les origines de son peuplement, l'expansion commerciale, les débuts de l'islam et l'âge d'or swahili, et bien sûr les temps modernes. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettez un pouce bleu pour liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne et aussi de partager la vidéo au plus grand nombre. Donc d'ici là, portez-vous bien et protégez-vous et protégez les autres et à très vite sur la chaîne.